Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil, t'es tout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Changer la norme, le podcast qui interroge les entrepreneurs sociaux sur leur parcours, semé d'embûches et de réussites, leur modèle économique et leur vision de l'économie sociale et solidaire. Je m'appelle Flavie Després, je suis la directrice de Care News, le média des acteurs de l'engagement. Cela fait plus d'1 an que Changer la norme existe et donne la parole à celles et ceux qui entreprennent autrement pour bâtir un monde plus juste, plus éthique, plus respectueux, plus durable et plus solidaire. Mais entreprendre, c'est aussi et surtout savoir gérer des chiffres, des clients, des produits, bref, faire du business. En ces temps particuliers, nous avons voulu continuer changer la norme parce que l'économie sociale et solidaire s'est révélée solide et nécessaire. Sur Care News, depuis le début de la crise sanitaire, économique et sociale que provoque la pandémie, nous en avons été tous les jours le témoin et le relais. Cet épisode a été tourné confiné, donc sans se voir et sans les moyens audio habituels, nous avons fait au mieux, preuve que la tech a du bon. En tout cas, cela n'a pas dérouté Emmanuel Bintéjac, CEO de Wenabi, mon invité du jour, qui justement œuvre dans la tech for good. Wenabi est une plateforme qui fait le pont entre les associations et les entreprises. Vendue aux entreprises, elle les aide à mobiliser leurs salariés en compétences et à trouver des missions auprès d'acteurs solidaires. Elle a été montée par 3 copains, tout d'abord très concentrés sur leurs produits, mais qui ont rapidement travaillé avec des grands groupes. Emmanuel va nous raconter comment ces équipes vivent le confinement, comment ils ont choisi de se développer sur un marché B2B, comment ils ont gagné leurs premiers clients et comment on s'adapte quand on est une petite boîte de la tech qui lève des fonds, travaille avec de grandes entreprises, mais grandit dans le fond et la forme en for good. Bonjour Emmanuel. Bonjour Flavie. Tu vas bien ? Ça va très bien. Et toi ? Ça va bien. Je précise qu'on est confiné et qu'on ne se voit pas. Donc c'est la première fois que je fais un changer la norme aussi virtuel. Mais normalement, grâce à Raphaël, la qualité du son devrait être top. Je propose qu'on fasse un tout petit point Covid sur toi, comment tu le vis personnellement et en tant qu'entrepreneur. Et aussi, même si on va bien sûr parler de Wenabi après, mais voilà, comment vous vous êtes organisé rapidement ? C'est quoi l'ambiance confinement en ce moment ? Alors nous, le confinement, ça a été au tout début, quand on a senti que le confinement était mis en place. J'ai commencé à mettre à plat tous les sujets qu'on n'avait pas traités depuis des années, depuis le lancement, en se disant c'est le moment de traiter ces tâches de fond, parce que tous les programmes donc d'engagement solidaire que nous permettions de mettre en place chez les entreprises ont été interrompus directement. Toutes les entreprises ont dit on arrête, on met en stand-by. Et ça a duré que quelques jours en fait, parce que très vite on s'est rendu compte que une des demandes des collaborateurs, des entreprises, c'était de se mobiliser pour aider et être solidaire pendant cette crise. Donc du coup en fait, nous d'un seul coup, on a eu beaucoup de travail et toute l'équipe est sur le pont, voire un peu trop. La question que je me pose en ce moment, c'est plutôt comment faire pour que les équipes ne travaillent pas trop, parce que je sais que certaines font moins de pauses déjeuner, qu'ils sont toute la journée parfois seuls à travailler beaucoup. Donc c'est plutôt essayer de limiter ça en ce moment, parce qu'il y a une vraie demande d'engagement qui est très forte, des gros besoins au niveau des associations. Donc nous, on a beaucoup de travail en ce moment. Et on se parle tous les jours avec l'équipe le matin pour essayer de garder un maximum de liens et je crois que ça fonctionne pas trop mal. Donc voilà, le bilan aujourd'hui, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'activités, mais tant mieux, ça veut dire qu'il y a un engagement et une solidarité forte. Ouais, on vit la même chose chez Care News. Sur ce point rassurant confinement et sur la solidarité des entreprises, des assos et des citoyens aussi qui veulent s'engager, je te propose de revenir en arrière à la création de Wenabi. Tu l'as montée avec 2 potes. Est-ce que tu peux nous faire un petit brief ? C'est quoi ? Est-ce que vous avez eu l'idée dans une soirée ? C'est un projet de longue date ? Alors effectivement, on est 3 cofondateurs, donc Aristide, Thomas et moi, 3 amis. Aristide nous a rejoints dans le projet quelques mois après. C'est notre CTO, c'est celui sans qui, sincèrement, rien n'aurait été possible parce qu'il a développé toute la plateforme, donné énormément de son temps et de son énergie dans le développement de Wenabi, sachant que Thomas et moi ne sommes pas du tout des techs ni ingénieurs et que du coup, pour se lancer dans un projet de plateforme SaaS, c'est pas forcément le plus évident. Mais les réflexions au départ, elles sont parties entre Thomas et moi. On a beaucoup discuté de la question de
de l'utilité. En fait, ce qui nous intéressait, c'était la question du partage de temps et de se rendre utile et donner de son temps. On se rendait compte qu'il y avait plein de choses qui étaient faisables pour tout le monde via des outils digitaux dans tous les domaines, mais lorsqu'on voulait agir pour l'intérêt général, c'était pas si simple. Et on est parti de ce postulat-là et on a, au fil de l'eau, au fil de nos réflexions, imaginé une solution qui était destinée aux entreprises pour engager leurs collaborateurs de façon simple et aider les associations pour un maximum d'actions. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée. Et il y a 3 ans, lorsqu'on l'a montée, cette solution n'existait pas. Et donc, du coup, c'était vraiment des discussions, des réflexions assez longues. Et dès le départ, ce qu'on voulait, c'était avoir un modèle SaaS, utiliser tout l'écosystème autour de la startup et d'une plateforme pour pouvoir avoir une croissance et avoir un intérêt et un impact positif derrière. Donc, c'était ça nos réflexions. Donc, ça a été beaucoup de discussions essentiellement au début. Donc ça, c'est sur l'idée. Toi, tu travaillais dans l'environnemental avant, donc tu avais sans doute une sensibilité intérêt général. Tes 2 associés aussi? C'est assez différent. On a 3 parcours très, très, très différents. Aristide, notre CTO, pas du tout. Il est vraiment un tech pur qui a travaillé sur le développement de jeux vidéo, de plateformes pour des grands groupes. C'est un vrai tech. Mais il a tout de suite été sensible au sujet quand on lui en a parlé. Il s'est rendu compte de l'intérêt aussi de mettre toutes ses connaissances et ses capacités techniques au service d'un projet qui a du sens. Donc lui, il a changé en fait quand on lui a parlé de Winady sur son positionnement et son rôle. Thomas, lui, il a travaillé dans la finance pendant longtemps et sur le terrain, il s'est rendu compte, il travaillait à Londres et on lui a proposé de s'engager via son entreprise pour des missions solidaires. Il a trouvé ça extraordinaire, il a voulu faire plus, il s'est rendu compte que c'était pas possible, que c'était mal organisé, donc c'est un peu lui qui a été à l'initiative du projet et qui a eu cette idée, donc lui ça a été un changement aussi, il en a eu un peu ras-le-bol de faire de l'audit et il a voulu s'engager dans un projet porteur de sens. Et effectivement, moi, j'ai fait depuis dès l'école, en fait, dès Sciences Po, j'ai travaillé sur les sujets de développement durable et environnementaux, et ça a toujours été les sujets qui me passionnaient. Donc après, ça a été une suite logique. Donc Winady a été créé en 2017. Ce qui m'intéresse dans Changer la norme, c'est aussi de voir comment concrètement on construit une boîte. Donc, sans rentrer dans des détails qui nous perdraient, mais est-ce que vous avez quitté votre job? Est-ce que vous avez fait un benchmark? Comment vous vous êtes dit qu'il y avait un marché? Est-ce que vous êtes rapproché de réseaux, d'incubateurs? Oui, alors en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a évidemment fait notre analyse de marché. On a vu qu'il y avait des plateformes qui existaient aux États-Unis, qu'il n'y avait pas de solution en France vraiment dédiée à l'entreprise pour mobiliser ses collaborateurs, qu'il n'y avait pas de relation assez forte entre le monde associatif et le monde de l'entreprise. Et on est convaincu que d'un côté, il y a des ressources et de l'autre, des besoins très forts. Donc, on a fait notre analyse évidemment. On a réfléchi au type de plateforme. On a beaucoup travaillé. Donc, on était en poste, Thomas et moi. On travaillait en parallèle. Et on a présenté notre projet à un incubateur, celui de l'ESCP, la Blue Factory. Et on a été pris et on s'est dit, OK, si on est pris, on a un cadre de travail, on a des personnes qui croient dans notre projet, on peut tenter l'aventure. Donc, on a quitté nos jobs respectifs et on s'est lancé. Et Aristide nous a rejoints quelques mois plus tard. Ça a été un vrai déclic, c'est-à-dire que nous, on avait aussi besoin qu'un incubateur, qu'une structure nous accompagne pour nous faire sauter le pas, en fait. Et donc, à partir du moment où vous êtes incubé, vous avez grandi quand même assez vite. On viendra peut-être juste après quand on rentrera dans le business sur votre levée de fonds. Est-ce que tu te sentais un esprit entrepreneurial? Est-ce que c'est l'incubateur qui vous a vraiment encadré? Comment vous avez fait pour vous structurer? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes 16, donc c'est quand même une boîte, c'est une petite boîte, mais vous êtes plus qu'à 3. Comment vous êtes structuré au fil de l'eau? Après la Blue Factory, on a été incubé au village Baïséa. Après, j'y reviendrai, mais au fil des 3 années, on a été lauréat du réseau Entreprendre. On est membre du Galion aussi. On a eu pas mal de mentors, de personnes qui nous ont accompagnés, conseillés, donc pour structurer notre entreprise. L'âme d'entrepreneur, je ne sais pas. En tout cas, on avait envie de se lancer dans l'aventure et on était vraiment en se disant, il y a un potentiel énorme ici, plein de choses à faire, donc une très très grosse motivation surtout. Effectivement, il y a encore 1 an et demi, on était 3, maintenant on est 16 et ce passage à l'échelle, je crois que l'un des gros enjeux, c'est d'être capable de le structurer, même si, comme tu le dis, on reste une petite entreprise de 16 collaborateurs, mais ça change quand même la façon de travailler. Donc du coup, on s'est tout de suite organisé. Et c'est une des choses auxquelles on tient beaucoup, c'est comment on travaille collectivement chez Winady. Donc on pourra peut-être y revenir, mais on a une méthode de travail où chaque collaborateur participe aux prises de décision globales de l'entreprise, y compris stratégiques. Personne reste sur ces sujets de façon complètement figée. On peut tous aider tout le monde. Donc on a une méthodologie qui a porté ses fruits. Et donc on travaille beaucoup collectivement et maintenant on peut, je crois, intégrer des personnes plus facilement et de façon plus efficace. On va revenir on va venir plutôt sur l'aspect vraiment business. Vous avez toujours fait du B2B.
C'était destiné au B2B, si j'ai bien compris. Tes premiers clients, comment est-ce que vous avez gagné les premiers clients? Parce que vous avez défriché un produit et un service, mais aussi un univers qui, il y a 3 ans, était quand même plutôt rare et pas forcément entendu par les entreprises. Comment ça s'est passé, les premiers pas commerciaux? Honnêtement, notre idée de départ, quand on a notre discussion sur comment faciliter l'engagement, on préfère s'adresser au plus grand nombre. Donc nous, notre idée, c'est de se dire, on va aller chercher le plus grand nombre de personnes, permettre à chacun de s'engager simplement. C'est que la question du B2B a été inévitable parce que ça a été celle du modèle économique. Comment on peut avoir un modèle économique qui tient la route avec cette idée d'engager le plus grand nombre? Et donc évidemment, passer par l'entreprise, c'est leur proposer un service qui nous semble, nous, essentiel aujourd'hui pour une entreprise, qui leur rend des services importants, et donc du coup d'avoir un modèle viable. Ça a été le choix du B2B assez rapide. Et puis aussi parce que l'entreprise répond à quelques problématiques fortes du non-engagement, entre guillemets, c'est parfois laisser sur le temps de travail la possibilité de le faire, donc enlever cette problématique du temps, et puis permettre aussi de donner plus de visibilité, de communication, donc ça nous aidait dans notre tâche, c'est un vecteur important. Donc voilà pour le choix du B2B. Pour les premiers clients signés, au départ, on a fait des choses hors plateforme, c'est-à-dire qu'on savait qu'on allait avoir une plateforme, mais on voulait voir comment ça fonctionnait. Donc on a accompagné des entreprises qui voulaient mobiliser leurs collaborateurs pour faire une demi-journée de solidarité collective, un team building solidaire, du mécénat de compétences. On a travaillé avec des cabinets de conseil pour placer des collaborateurs pour aider des associations. Voilà, on a fait des choses sans plateforme pour permettre de la réfléchir pendant 1 an. Après, on proposait notre service gratuitement à des plus petites entreprises. Et le gros tournant, ça a été que en 2018, début 2018, on a signé Unibail Rodamco Westfield. Honnêtement, à ce moment-là, on n'était pas complètement prêt pour déployer chez eux, mais on travaillait de façon acharnée à l'époque de Noël de 2018. Et on a sorti la plateforme et elle a tout de suite été ouverte dans 17 pays, puisque Unibail Rodamco voulait l'ouvrir directement à tous ces pays. Donc ça nous a fait passer un gap tout de suite. Et après, on a eu une première référence CAC 40 internationale. Ça a été un vrai tournant. Au début, pour résumer, vous avez fait un petit pivot B2C, B2B, mais comme beaucoup aussi, vous avez eu un modèle de conseil pour apprendre, pour gagner votre vie aussi, et vous êtes passé en plateforme. Et c'est là que vous avez réfléchi à une levée de fonds, parce que développer une plateforme, c'est un autre coût que faire du conseil. Oui, alors en fait, on arrivait à vivre à 3 avec quelques stagiaires sans levée de fonds. On était rentable tout de suite. La levée de fonds, c'était vraiment pour accélérer notre développement, accélérer le développement de fonctionnalités, avoir un impact plus fort et plus global. La levée de fonds a eu lieu l'année dernière, mis quelques mois à la faire, et ça a été décidé en se disant, maintenant, on a la fameuse market value. Le marché il est là, il existe, on voit qu'on a une capacité à le délivrer, et maintenant, il faut accélérer. Et donc, c'est des investisseurs qui sont tech, parce qu'en fait, dans les entrepreneurs sociaux, souvent, il y a ceux qui prennent tech, ceux qui prennent des fonds... des business angels, il y a ceux qui sont plus sur des fonds à impact. C'était une volonté de vous accompagner de personnes très tech? Alors là, au début, on a regardé les fonds impact et on a regardé les fonds classiques. Nous, on trouvait qu'il y avait un intérêt évidemment avec des fonds à impact et on trouvait aussi qu'il y avait un intérêt fort à travailler avec des fonds classiques parce que notre idée, c'était de dire, nous, on rend un service aux entreprises avec un modèle économique viable. On a un impact positif, mais on peut, en ayant les contraintes d'une start-up, entre guillemets, classique. Du coup, on savait que ça allait nous challenger sur pas mal de domaines et nous faire progresser plus vite. Donc ça a été aussi un de nos axes. Les 2 fonds qu'on a aujourd'hui, donc c'est le fonds de Xavier Niel et un fonds de business angel qui s'appelle Side Capital, qui regroupe différents business angels. Et on est très content de ces fonds parce qu'ils déjà on n'a pas une pression, on a des conditions tout à fait correctes pour le développement de notre activité. Ils sont vraiment dans un rôle de conseil aujourd'hui et vraiment on en est très satisfait. Et comme dans ce fonds, il y a énormément d'entrepreneurs aussi. On a un réseau d'entrepreneurs qui nous aident, donc on en est très satisfait. Donc l'entreprise grandit, il y a une levée de fonds, mais le marché sur lequel Wenabi a aussi grandi avec l'apparition de différentes plateformes. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez tous les 3 vu venir et comment vous êtes adaptés à cette concurrence nouvelle? Alors non, ça pour le coup, effectivement, quand il y a 3 ans, on pensait qu'on avait une solution et notre enjeu, c'était de se dire comment on va évangéliser, est-ce qu'on a un vrai marché pour notre solution, est-ce que les entreprises sont prêtes à mettre en place un programme d'engagement solidaire. Honnêtement, si à l'époque, si on m'avait dit que 3 ans après, il y aurait une vraie concurrence, un marché plus aussi important, je pense que je m'y attendais pas. Maintenant, nous, notre différence aujourd'hui, en tout cas, l'élément qui fait notre marque Wenabi, c'est que on s'est lancé dès le début sur l'engagement solidaire des collaborateurs et une plateforme. C'est-à-dire que ça a vraiment été notre cœur de business. C'est ce qu'on fait depuis le début de la création de Wenabi. Donc notre produit,
notre solution, ce qu'on propose autour de notre produit, notre accompagnement, tout ça, ça a été pensé uniquement pour engager plus de collaborateurs, faciliter le lien entre une association et une entreprise, et avec depuis le début la même vision, la même envie de mobiliser le plus grand nombre. Et donc du coup, je pense que ça, c'est aujourd'hui une différence qui fait qu'on a une bonne position parce qu'on a vraiment été, on est vraiment focus sur le sujet, focus sur le produit, focus sur nos users. Et je crois que c'est très important quand on veut proposer des choses, notamment dans les plateformes SaaS. Il faut savoir être focus sur son cœur de métier. Mais il paraît que c'est très bon signe quand on a des concurrents. Je ne sais pas si on dit ça pour rassurer tous les entrepreneurs aussi, c'est vrai, mais c'est un adage. J'aimerais bien qu'on passe, maintenant qu'on a parlé des différentes plateformes, sur l'entrepreneuriat social. Est-ce que tu t'inscris dans une mouvance Tech for Good, ESS, entrepreneuriat social, ou est-ce que tu te situes juste dans la tech? Non, nous on est clairement ESS, Tech for Good. On a les statuts de l'économie sociale et solidaire dans les statuts de l'entreprise depuis le début de la création de Winali. On s'applique des règles assez strictes en interne et on a cette conviction que notre solution, elle est bonne que si elle a un impact positif, in fine, pour les associations, donc pour la société, c'est-à-dire rendre des services essentiels pour les personnes qui sont les plus démunies, pour l'environnement, pour une tonne de sujets en fait qui sont traités tous les jours grâce aux volontaires qui s'engagent. Donc on est clairement dans la Tech for Good. On est très heureux de voir que un écosystème est en train de se créer en France et de plus en plus performant. Et on est très heureux de voir des startups aussi qui sont en croissance sur ces sujets, y compris dans notre secteur spécifique de l'engagement où il va y avoir aussi du coup effectivement, comme tu le disais, une concurrence, donc un marché qui existe. Est-ce que tu penses que les relations avec vos clients, elles sont différentes justement parce que vous êtes inscrit dans l'économie sociale et solidaire avec vos clients qui sont des très gros groupes, enfin c'est plutôt du CAC ou des grosses boîtes quand même? Oui, un petit peu. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont peut-être une relation avec nous peut-être un peu plus bienveillante qu'ils pourraient avoir avec des prestataires qui ne sont pas des prestataires entre guillemets Tech for Good. Donc du coup, avec les autres, c'est possible. Mais il y a quand même un niveau d'exigence très élevé. Travailler effectivement avec les grands groupes, c'est devoir répondre à des demandes urgentes tous les jours. Nous, on a une relation avec eux qui a été et qui est toujours gagnant-gagnant, parce qu'en fait, ils nous font progresser. On développe notre produit avec les entreprises, avec les associations. On a des clubs utilisateurs dans les deux cas où on va présenter notre roadmap produit, travailler avec eux sur qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour engager plus de collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment gagnant-gagnant. Ils ont aussi financé notre développement au début, très clairement, puisque quand on avait des fonctionnalités qu'ils voulaient, on avait un co-développement, donc on a un soutien financier de la part de ces grandes entreprises. Le risque, après, c'est de ne pas faire trop de réponses spécifiques, retarder sa roadmap produit, et c'est nous qui les connaissons le mieux, notre produit, et ce qu'on veut faire à terme. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver entre un co-développement parfois, récupérer de l'information et faire nos propres choix de roadmap. On est déjà un peu dans la dernière partie de cet épisode, le temps passe vite, même à distance. C'est quoi ton regard sur l'économie sociale et solidaire? Bon, déjà, je trouve que ça a énormément changé. Moi qui suis le sujet du développement durable dans son ensemble et des acteurs qui en font partie, et donc du coup de l'économie sociale et solidaire depuis plus de 10 ans, je trouve qu'il y a une évolution très forte. Aujourd'hui, une activité de l'ESS en France qui est vraiment super. Moi, mon regard, c'est plutôt de me tourner vers ceux qui ne le sont pas et d'aller voir les entreprises qui ne le sont pas. Et je suis assez convaincu aujourd'hui qu'une entreprise ne va pas pouvoir durer longtemps et si elle n'a pas un impact positif sur la société, si elle n'est pas en capacité d'apporter une vraie plus-value sociale ou environnementale. Et donc, du coup, c'est plutôt le travail aujourd'hui de élargir et faire en sorte que toutes les entreprises, les acteurs économiques se tournent vers plus d'impact. Ça, c'est vraiment l'enjeu des prochains mois et années, je crois. Et est-ce que toi, en tant que cofondateur de Winali et du coup entrepreneur social, si c'est comme ça que tu te qualifies, tu te sens une responsabilité politique, tu as envie de changer les choses, ou est-ce que tu trouves qu'il y a des choses qui devraient changer dans ce secteur et notamment la relation avec les pouvoirs publics et tout ce qui est financement de l'ESS? Aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on n'a pas... Enfin, en tout cas, moi, à titre personnel, je n'ai pas trop pris part aux actions, je dirais, de plaidoyer, de lobbying externe à l'entreprise. On s'est vraiment focus depuis 3 ans sur notre produit, sur nos utilisateurs pour avoir quelque chose qui fonctionne et qui a fait ses preuves. Ça a été un premier point. Maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment essentiel quand on voit le positionnement de notre gouvernement aujourd'hui sur l'intérêt d'être une startup nation et je dirais le peu d'attention qui est porté aux startups qui ont un impact positif
d'un point de vue social ou environnemental, vraiment déterminant. Donc, pousser au maximum les startups de la Tech for Good et aller sensibiliser les autres, y compris celles qui sont en création. Moi, j'ai été dans quelques incubateurs depuis ces 3 dernières années et des entrepreneurs qui ne prennent pas du tout en compte ces sujets-là, c'est-à-dire qui même humainement et sur la façon dont ils montent leurs entreprises restent encore sur des codes qui me semblent assez passés. Et donc je crois qu'il y a une sensibilisation à faire à ce niveau-là très forte pour que les entrepreneurs d'aujourd'hui montent les entreprises responsables de demain et qu'on ne reproduise pas le même modèle de rentabilité économique en tout et sans prendre en compte les considérations et les externalités négatives. J'ai une dernière question pour finir notre échange. Wenabi est implanté à l'international, enfin les plateformes sont démultipliées dans plusieurs pays. Est-ce que tu vois une différence profonde entre l'écosystème Tech for Good ou ESS en France et d'autres pays? Est-ce qu'il y a des pays qui te marquent plus que d'autres? Alors aujourd'hui, nous, notre implantation, en fait, ce qu'on voit surtout, c'est la différence de culture du sujet de l'engagement de l'entreprise. Et en fait, il y a des pays qui effectivement sont beaucoup plus avancés. Aux États-Unis, par exemple, on voit que dès que le programme est lancé, il y a une mobilisation très forte. C'est dans la culture du pays. Après, sur l'écosystème même, honnêtement, je n'ai pas fait une suffisante analyse de la différence et de la place de la France, même si je crois qu'on est quand même un des pays qui est le plus avancé sur ce sujet-là. Mais en tout cas, en termes d'adhésion et de sensibilité au sujet, je dirais, plus global de la RSE, oui, on observe que certains pays, notamment européens, sont très avancés et que la France, parfois, peut même avoir un peu de retard, en tout cas pour les entreprises. Merci beaucoup, Emmanuel. On va passer aux questions finales. Le temps a passé très vite. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Alors, il faut répondre rapidement. Tu as déjà dû écouter 1 ou 2 épisodes, donc tu sais à quoi t'attendre. Quelle est la raison d'être de Wenabi? Alors, la raison d'être de Wenabi, c'est de libérer le potentiel de chacun à s'engager pour l'intérêt général. C'est une raison d'être qu'on a définie collectivement avec toute l'équipe Wenabi l'année dernière. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre? Si je pouvais, j'essaierais de m'infiltrer dans le cerveau d'un Bolsonaro ou d'un Trump pour essayer de limiter la casse suite. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer? Alors là, il y a beaucoup de qui pourraient être imaginés et supprimés aussi, mais parce que là, vraiment à court terme, ce que je trouve vraiment essentiel, c'est que dans les plans de relance économique qui sont mis en place pour sortir de la crise, c'est d'obliger les entreprises à avoir des engagements RSE forts. Si on ne veut pas juste refinancer les entreprises qui vont refaire la même chose qu'est-ce qu'elles faisaient avant, si on veut changer, il faut avoir des exigences RSE très fortes dès aujourd'hui. Ça, je dirais que c'est la première chose. Donc d'indexer le support des finances publiques aux entreprises sur des engagements écologiques ou sociaux? Tout à fait. Okay. Je crois que c'est essentiel aujourd'hui. Le patron du CAC 40 que tu pourrais être, ou voudrais être? Il n'y a pas aujourd'hui de patron de CAC 40 qui m'inspire particulièrement, ni d'entreprise du CAC 40. Donc du coup, je dirais aucun. Là, j'ai pas de... J'en ai pas. Et la somme pour laquelle tu tairais un scandale politique? Non, je pourrais pas accepter de l'argent pour ça, et je pourrais même, je crois, payer moi pour faire éclore des scandales pour accompagner un lanceur d'alerte. Et je crois aujourd'hui que, en fait, il y a un tel besoin de transparence, un tel besoin de comportement vertueux de la part de nos élus que tout ce qui peut permettre d'améliorer ça, je serais prêt à les accompagner. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de CareNews se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout où la technologie a l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.